Alors, donc, on vient de voir que donc, une probabilité n'a de sens que si le nombre d'expériences est élevé. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle une probabilité individuelle. Maintenant, si vous devez calculer, par exemple, vous voulez faire ce même travail, mais vous avez 2 dés. Au lieu d'en avoir un, vous avez 2 dés. Ou bien, par exemple, pour le A, c'est un dé. Et pour l'événement B, c'est une pièce qui donc va tomber sur pile ou face. Et à ce moment-là, je vais étudier ce qu'on appelle une probabilité conjointe. Par exemple, quelles sont les chances que le dé tombe sur 3 et que la pièce tombe sur pile? Quelles sont les chances que le dé tombe sur 6 mais que la pièce tombe sur face? Mais à ce moment-là, vous allez faire quoi? C'est le même principe. Le nombre de fois que vous avez l'événement A et l'événement B en même temps sur le nombre d'essais que vous avez fait. C'est-à-dire, en même temps, vous jetez le dé et en même temps, vous allez jeter la pièce. Et à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle une probabilité conjointe. Alors, ces probabilités conjointes, on peut encore en... Alors, je vais juste effacer les dessins. Donc, avant de parler des probabilités conditionnelles, donc ce qu'on vient de voir maintenant, quand on a lancé le dé, en fait, on fait la distinction entre ce qui est une variable aléatoire discrète et une variable continue. Alors, quand on dit une variable discrète, c'est une variable aléatoire A dont les valeurs sont discrètes, les valeurs qu'elle peut prendre. C'est par exemple, c'est l'exemple pour le D, l'exemple pour les résultats d'un match. On ne va pas marquer 2 buts et demi, on marque 3 buts ou 0 but. D'accord? En plus, c'est une variable, non seulement, par exemple, les buts marqués à un match, donc c'est aléatoire à la base. Vous ne savez pas. Donc, les gens font des paris pour savoir quelle équipe va gagner, mais il se peut qu'aucune marque un but, donc c'est 0. Donc, c'est une variable strictement positive. Et en plus, elle prend des variables discrètes. Donc, elle est discrète et positive. Maintenant, je peux avoir une variable qui est continue. J'essaie de mesurer la température. Maintenant, il fait un petit peu froid. Je vais dire qu'il fait peut-être 18 degrés, 6. Et ça, c'est une variable continue. Pourquoi? Parce que la température, quand vous allez la mesurer, ce n'est pas 18, ce n'est pas 19. Donc, ces différentes valeurs, elle est connue un certain chiffre après la virgule. Donc, ça, c'est une variable aléatoire continue. Donc, quand on parle de discret et de continu, ça n'a rien à voir avec le temps. C'est les valeurs que peut prendre la variable aléatoire. Voilà pour cette précision. Alors, maintenant, donc je disais tout à l'heure, donc on essaie de faire attention, donc quand c'est discret, on préfère écrire probabilité de xi, parce qu'elle a un certain nombre de valeurs xi, donc c'est x1, ils sont finis, donc elle peut prendre x1, x2 jusqu'à une certaine valeur x1. Maintenant, lorsqu'elle est continue, x appartient à un intervalle AB. Donc, il y a une infinité de valeurs dans cet intervalle dans le cas où c'est continu. Alors, ça, c'est de petites précisions dont on a besoin pour entamer la suite. Donc, ici, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris le tracé de tout à l'heure, c'est ce qu'on avait obtenu lorsqu'on nous avions lancé un dé. Donc, rappelez-vous, on a trouvé 1 sur 6. Bien sûr, ça, c'est dans le cas où le nombre de lancers est infini. Vous trouvez 1 sur 6, c'est 1 tend vers l'infini. On avait vérifié tout à l'heure que pour normaliser, on avait divisé par le total. Donc, somme des probabilités, c'était 1. Rappelez-vous, quand on avait trouvé 10 000 sur 60 000, ça faisait quand même 1 sur 6. Maintenant, ça, c'est le tracé donc d'une probabilité d'une variable aléatoire discrète. Donc, si elle est continue, ben, j'aurai un tracé qui est continu. Il y a un exemple ici, par exemple, vous voulez mesurer la taille d'un adulte. Vous allez trouver toutes les valeurs. Donc, vous avez des chiffres avec virgule, et donc, en fait, la taille d'un adulte, ça s'articule autour d'une certaine valeur moyenne. On va dire que les personnes adultes, maintenant, un jeune homme adulte va faire 1,80 m, puis vous allez trouver donc des valeurs plus petites et des valeurs plus grandes. Mais la normale fait que pratiquement toutes les valeurs, rappelez-vous, je viens de dire la normale, on va en parler après. Donc, toutes les valeurs se trouvent ici, quelque part ici, le maximum des valeurs. Quand vous faites la lecture, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'il y a plus de chances, regardez quand je fais ça, ben, il y a P de X ici, elle est plus grande que P de X là, regardez. Celle-ci est beaucoup plus grande. Ben oui, il y a beaucoup plus de chances qu'une personne fasse 1,80 m qu'une personne fasse 1,40 m. Tout comme il y a très peu de chances qu'une personne fasse 2,20 m par exemple. D'accord? Donc, je vais devoir écrire 220 parce que j'ai pris en centimètres, donc je vais écrire 220. Donc, il y a très peu de chances qu'une personne fasse 220 cm, tout comme il y a très peu de chances qu'une personne fasse 140 cm. Voilà comment on interprète une probabilité. Mais de la même façon que celle-ci a été normalisée, celle-ci le sera aussi. C'est-à-dire, là, quand vous passez du cas discret au continu, rappelez-vous que la somme devient une intégrale. Et on a dit que nous,
on écrit probabilité quand c'est décrit, on écrit P de X quand c'est continu. Donc, il faudrait que l'intégrale vaille 1, c'est-à-dire la surface sous la courbe. Ici, vous allez calculer votre intégrale, vous allez trouver 1. C'est une façon de normaliser qui vous permet, donc, regardez ici, on ne sait pas sur combien d'essais a été sur combien de personnes, enfin, combien de personnes ont été prises pour déterminer leur part. Bien sûr, il faut que 1 soit grand. Dans tous les cas, 1 est grand. Mais c'est une façon de normaliser. D'accord? Je ne vais pas dire il y a 10 personnes, il y a 20, parce que je vais en prendre ici, j'ai pris un échantillon petit, puis là, parce que j'en ai pris un plus grand, je vais dire 1000 échantillons. Non, les deux courbes vont se superposer. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, je vais normaliser. Alors, donc, rappelez-vous que donc, une probabilité, donc je vais encore le réécrire, une probabilité, donc quand vous allez la calculer, là ah oui, je devrais parler d'abord de la fonction de répartition. En fait, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, c'est des notions. Donc, on vient de parler de probabilité, on a parlé de variables aléatoires et on va parler maintenant de fonction de répartition. Alors, je vais expliquer ce que c'est que cette fonction de répartition. Alors, en fait, quand vous calculez la fonction de répartition, f de xi, ça veut dire quoi? Ça veut dire la probabilité, quelle est la probabilité que xj soit inférieur à xi? Quelle est la probabilité que xj soit inférieur ou égal à xi? Si je prends l'exemple du lancer du dé, c'est comme si je disais quelle est la probabilité que, lorsque je lance le dé, la valeur que je trouve soit plus petite que 3. Quelles sont les chances que je tombe sur une valeur qui est inférieure ou égale à 3? Alors, qu'est-ce qui est inférieur ou égal à 3? 1, 2 et 3. Quelles sont les chances? Je vais donc les cumuler. Donc, quelles sont les chances que je tombe sur une face qui est inférieure ou égale à 3? Si je tombe sur le 1, le 2, le 3, soit la moitié. Donc, ça devrait me donner 1 sur 2. Si je cumule, donc ça me fait 1 sur 6, plus 1 sur 6, plus 1 sur 6, ça me fait donc 3 sur 6, soit donc 1 demi. Si je vous dis quelles sont les chances que je tombe sur une face inférieure ou égale à 2, vous allez cumuler 1 et 2. Regardez ce qui est écrit ici, somme des probabilités J de moins l'infini, donc je ne sais pas J à quelle valeur il commence, mais jusqu'à I. Je somme toutes les chances jusqu'à I. C'est ce que j'ai fait ici, j'ai sommé toutes les valeurs jusqu'à 3. Donc, du coup, quelles sont les chances que ce soit plus petit que 1? Elles sont nulles. Quelles sont les chances que ce soit inférieur ou égal à 1? C'est 1 sur 6. Donc, quand je trace ici, c'est un tracé discret, je fais ça. Donc, moi, c'est ce que ça me donne. Ensuite, quelles sont les chances que ce soit inférieur ou égal à 2? Les chances que ce soit inférieur ou égal à 2, elles sont de 2 sur 6. Donc là, oui, j'ai un petit peu, je crois, mal fait. Bon, ça, c'est 1 sur 6. Donc, ça, c'est 2 sur 6. Non, il faut faire la correspondance comme ça. Quelles sont les chances? Ça, c'est des pointillés. Maintenant, quelles sont les chances que je tombe sur une valeur inférieure ou égale à 3? Elles sont de 3 sur 6. Et entre les deux, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de valeur 2,5, 3,5, donc je garde ça constant. Quelles sont les chances que ce soit plus petit que 4? Elles sont de 4 sur 6. Plus petit que 5, elles sont de 5 sur 6. Plus petite que 6, quelles sont les chances lorsque vous jetiez un dé de trouver une valeur plus petite que 6? Toutes les valeurs sont plus petites que 6. Donc, ça vous donne 6 sur 6 et donc ça vous donne 1. Donc, en fait, cette fonction de répartition, en règle générale, quelles sont les chances qu'une valeur soit plus petite que moins l'infini? Il n'y a aucune chance qu'une valeur soit plus petite que le moins infini. Donc, ça fait 0. Quelles sont les chances qu'une valeur soit plus petite que plus l'infini? Tout est plus petit que plus l'infini. Donc, f de plus l'infini, c'est 1. Ce sera quelque chose qui démarrera toujours à 0 et qui s'arrêtera à 1. Ça vous permet encore une fois de savoir que vous n'avez pas fait d'erreur de calcul. Ce que je viens de faire en discret, je peux le transposer en continu. Si je transpose ça en continu, une sommation, j'intégrais de moins l'infini jusqu'à i, je vais m'intégrer, parce que je cherche une valeur plus petite que x, je vais intégrer de moins l'infini jusqu'à x. Quoi? P de x. C'est gênant d'écrire P de x, dx et intégrer jusqu'à x. Donc, on préfère remplacer par u et écrire dq. Donc, la somme devient une intégrale. C'est aussi une façon de décrire la densité de probabilité, puisque si ça, c'est une intégrale, ça veut dire que la probabilité, ce sera, donc ça, par rapport à ça, c'est sa dérivée. Donc, on peut vous donner la fonction de répartition, on vous dit de trouver la densité de probabilité. Il suffit de la dériver f de x. Donc, voilà pour ces notions de base. On va parler maintenant d'autres types de probabilités. Alors,
En fait, quand vous êtes en train donc, de parler des probabilités, il y a ce qu'on appelle des probabilités conjointes. Il y a des probabilités, celle qu'on vient de voir, c'est une probabilité simple, il y a des probabilités conjointes, il y a des probabilités conditionnelles. Et quand on introduit tout cela, on va aussi parler d'indépendance. Donc, alors, j'ai mal fait mon animation. Alors, regardez. Bon, j'ai développé, je vais redévelopper chacune. Alors, en fait, donc, on l'a dit tout à l'heure, la probabilité conjointe, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité d'avoir deux événements simultanés. Donc, là, pareil, donc c'est le nombre de fois que j'ai eu les deux événements en même temps, l'événement A et l'événement B, sur le nombre d'expériences totales. Alors, si vous regardez cette formule, rien ne m'empêche de la multiplier par NA et de la diviser par NA. J'ai multiplié par 1. Alors, tout ça, ça me fait comme si j'avais limite de NAB sur NA fois limite de NA sur N. Alors ça, on vient de définir quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est la probabilité simple. On la connaît. Donc ça, c'est P de A. Par contre, ça, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est donc, quelles sont les chances d'avoir l'événement A, B, les deux événements, sachant que l'événement A a déjà eu lieu. Donc, c'est comme si vous étiez en train de vous dire A a déjà eu lieu. Donc, on sait que A a déjà eu lieu. C'est comme si je disais quelles sont les chances de tomber sur pile quand le D est sur 3. Donc, on appelle ça une probabilité conditionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle est conditionnée par un autre événement. Quelles sont les chances de tomber sur pile alors que le D est tombé sur 3? On l'écrit comme ça. On l'écrit, ce qui a été développé ici, c'est ce que vous avez là, ça s'appelle P de AB. On appelle ça une probabilité conditionnelle parce qu'elle est conditionnée par un autre événement. Quelles sont les chances de tomber sur face lorsque déjà le D est tombé sur 6? Donc, grâce à ça, donc ça, on l'a appelé donc P de BA. Ce que je viens de faire ici, j'aurais pu aussi, au lieu de multiplier par NA, je vais multiplier, regardez ce qu'on a fait ici, on a multiplié par NB. Et là, qu'est-ce que ça me donne? Donc, NB sur NN, c'est le nombre, c'est P de B. Et NAB sur B, c'est quoi? Quelles sont les chances de tomber sur A, d'avoir l'événement A, sachant que B a eu lieu? Donc, les chances de tomber sur A, sachant que B a eu lieu. J'ai développé la même formule pour la même expression. Si je fais l'égalité entre les deux, donc je fais l'égalité, donc ça veut dire que ça, j'ai juste remis ça ici, on tombe sur ce qu'on appelle le théorème, ça s'appelle le théorème de Bayes. Et ça, en fait, on va s'en servir maintenant pour définir une nouvelle notion qui s'appelle l'indépendance. Je vais expliquer de suite ce que c'est. Ce que ça veut dire que deux variables sont indépendantes. Ça veut dire que ce qui arrive à l'une n'impacte pas ce qui arrive à la deuxième. Donc, il y a un exemple. Quelles sont les chances qu'il pleuve sur Alger? Donc, c'est le premier événement. Mon premier événement, c'est A, c'est qu'il pleuve sur Alger. Sachant qu'il fait beau à Rio, c'est mon événement B. Ben, la chance qu'il pleuve sur A, sachant qu'il fait beau à Rio, ben, comme l'un n'impacte pas l'autre, ben c'est la probabilité, c'est les chances qu'il pleuve sur A. Puisque celle-ci ne l'impacte pas. Quelles sont les chances qu'il pleuve sur A? Ben, c'est les chances qu'il pleuve sur A. Que sachant qu'il fasse beau à Rio ne m'apporte rien. Donc, la probabilité qu'il pleuve à Alger, sachant qu'il fait beau à Rio, c'est toujours la probabilité qu'il pleuve à Alger. Donc, du coup, pareil pour B. Quelles sont les chances qu'il fasse beau à Rio, sachant qu'il pleuve à Alger? Ben, c'est toujours la chance, il y a 20% de chances qu'il pleuve à Rio. Qu'il fasse beau à Rio. Et je vous dis qu'il pleut à Alger, ben vous me dites qu'il y a toujours 20% de chances qu'il fasse beau à Rio. Donc, du coup, s'ils sont indépendants, donc ça, j'ai ça et ça. Si je remplace P de AB ici, donc je vais le remplacer par P de A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est indépendant, la probabilité conjointe, c'est le produit des probabilités. Donc, ça va nous servir à faire quoi? Ça veut dire que si je veux vérifier que deux variables sont indépendantes, je n'ai qu'à calculer la probabilité de A, la probabilité de B, je calcule la probabilité conjointe. Si c'est une égalité, alors c'est indépendant. Et bien sûr, le contraire est vrai. Ça veut dire que si P de AB est différent de P de A fois P de B, alors ces deux événements sont dépendants l'un de l'autre. C'est ce qu'on a mis donc, je pense ici. Voilà, A et B sont donc indépendants. Alors, on va maintenant parler de ce qu'on appelle les moments statistiques. Et alors, avant d'y arriver, on va prendre un exemple. Donc, ici, on va effacer.
En fait, qu'est-ce qui vient de se passer? En fait, à travers ce que je viens d'expliciter, donc on a vu qu'on a tracé une fonction de probabilité, une densité de probabilité. Et j'ai essayé d'interpréter tout à l'heure voilà, j'ai dit j'ai une chance sur 6 de tomber sur les deux faces. Mais ça veut dire qu'il faudra que je trace ces probabilités pour pouvoir tirer des informations. Mais ça reste quand même un tracé. Et moi, parfois, j'ai besoin de mesures, j'ai besoin de valeurs, dire une valeur numérique. Et qui dit valeur numérique dit quantification. Je voudrais cette valeur aléatoire pour pouvoir la quantifier. Alors, comment je vais faire et puis à quoi ça sert? Alors, regardez, j'aime bien cet exemple-là. En fait, c'est donc chacun de nous a ce qu'on appelle un carnet de santé. Ce carnet de santé a fait que ses parents ou le médecin a permis de suivre l'évolution d'un enfant. Alors, supposons que j'ai pas de 3 enfants, ces 3 enfants ont une année, l'un pèse 6 kilos, l'autre 15, l'autre 11. Puis je me pose la question, y a-t-il un souci? Est-ce que c'est un poids normal à une année? Parce que si un poids est trop petit, il y a un souci. S'il est beaucoup trop grand, il y a aussi un souci. Et on se pose la question, mais comment on fait? Qu'est-ce qui me dit un poids d'un enfant d'un an? Que devrait peser un enfant d'un an? Que devrait mesurer aussi sur votre carnet de santé? Vous avez le poids et vous avez la taille en centimètres. Que devrait mesurer un enfant d'un an? Que devrait peser un enfant d'un an? En fait, ces courbes-là qui sont sur votre carnet de santé, elles ont été obtenues. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris plusieurs enfants de différentes ethnies. Je ne vais pas prendre que des Asiatiques ou des Européens ou des Africains pour dire voilà que devrait peser un enfant d'un an. Donc, on a fait plusieurs pesées. D'abord, donc vous avez non seulement un qui est grand, puis votre échantillon doit être ce qu'on appelle représentatif. Il n'est pas spécifique à une ethnie donnée. Donc, on a pris, puis on a pesé des enfants d'un an. Pas que ça. Alors, une fois qu'on les a pesés, on a fait la moyenne. Alors, ce que vous avez ici, ce qui est comme ça, c'est votre moyenne. Donc, c'est la moyenne de tous les enfants qui ont une année. On n'a pas fait que pour une année, on l'a fait pour 8 mois, 4 mois, 20 mois, 2 ans pour avoir ces courbes-là. Ensuite, OK. Donc, moi, si je vois une année, donc si ça c'est, alors 0 mois, je suppose que ça c'est 4, ça c'est 8, donc une année, ça doit être ça. Bien. Donc, sur une année, OK, l'enfant devrait peser 9,75 kg. Pratiquement 10 kg. OK, donc s'il pèse 10 kg 100, c'est grave. S'il pèse 9,5 kg, c'est grave. On n'a pas fait que ça. On a non seulement calculé la moyenne, puis on a essayé de délimiter des valeurs autour de la moyenne. C'est ce que vous avez en rouge. Et ces valeurs, c'est quoi? C'est l'écart par rapport à la moyenne. Cet écart par rapport à la moyenne, chez nous, ça s'appelle une variance. Une variance, c'est la moyenne des écarts. Donc, ce n'est pas qu'un écart, on prend tous les écarts de tous les enfants. C'est la moyenne des écarts, des différences, c'est-à-dire des écarts par rapport à la moyenne. Et ça s'appelle la variance. Et ça va vous permettre de dire que cet enfant, s'il ne pèse pas 10 kg, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que s'il en pèse 12, ça va encore. S'il en pèse 8, ça va encore. Par contre, s'il en pèse 15, il y a un souci. Et s'il en pèse 5, il y a également un souci. Alors, cette histoire donc on le fait pour les poids, donc voilà, c'est un usage courant. On le fait aussi, supposons que vous deviez faire un montage, et puis dans ce montage-là, vous avez besoin d'une résistance qui fasse 100 ohms. Vous allez chez un vendeur et vous lui dites, voilà, je veux une résistance qui fasse 100 ohms. Il faut savoir que quand vous avez, ça tout dépend du produit de fabrication de la résistance. Les résistances, vous allez dans le lot de résistance qui fait 100 ohms, elles ne font pas 100 ohms, elles font 100 ohms plus ou moins quelque chose. Ce plus ou moins quelque chose, il a une importance capitale ici, parce que ce plus ou moins quelque chose, c'est ce que vous faites comme lecture. Si c'est, je crois que c'est en argent, c'est 30%, si c'est doré, c'est 30%. Et donc, en fait, et suivant ce qu'on appelle la tolérance, le prix de la résistance va changer. C'est-à-dire que si sa valeur est connue à plus ou moins 10%, ça veut dire que cette résistance, elle peut faire entre 90 ohms et 110 ohms. Bon, est-ce que ça me gêne dans mon montage? Si pas, je vais la prendre. Si j'ai besoin d'une résistance plus précise, je veux vraiment que ce soit très proche de 100 ohms, je vais prendre celle de 100%. Ça veut dire que c'est entre 95 ohms et 105 ohms. Si c'est toujours pas suffisant, je prendrai celle qui est entre 98 ohms et parce que il faut que mon résistance, elle ne doit pas dépasser 102, elle ne doit pas être plus petite que 98 ohms dans mon montage. Et bien sûr, forcément, ça coûtera plus cher. Donc, ce que vous avez là, c'est aussi ce qu'on appelle la variance. En fait, la moyenne, c'est 100. Ici, c'est votre moyenne.
Et cet écart par rapport à la moyenne, donc là, il est de 2, ça, c'est la variance. Donc, c'est des utilisations courantes de ces paramètres-là. Maintenant, on va définir ces paramètres mathématiquement, quand je dis les définir mathématiquement. Alors, cette fameuse moyenne, voilà son expression. Bon, on dirait, quand on regarde comme ça, on ne se rend pas compte que c'est la moyenne. Donc, pour l'expliquer, je vais prendre une variable aléatoire qui serait la note d'étudiants, d'accord? Les notes de 4 étudiants. Bon, je voulais prendre 4 pour ne pas avoir à faire trop de calculs. Donc, sur ces 4 étudiants, donc j'en ai un qui a eu 10, un autre qui a eu 12, un autre qui a eu 8, puis un autre qui a eu 10. Donc, je veux connaître la moyenne des notes obtenues par les étudiants. Donc, je veux faire 10 plus 12 plus 8 plus 12 et je divise par le total, 4. Ce qui me donne donc 40 sur 10 et qui me donne 10. Cette formule-là, on s'attendrait à avoir somme des xi sur le total. Alors, regardez maintenant cette formule. Elle dit que c'est somme des xi fois probabilité de xi. OK, très bien. J'ai combien de xi? J'ai une note à 8. J'ai une note. Alors, les probabilités, qu'est-ce qu'on a dit? Les x, c'est les valeurs possibles. Donc, les valeurs possibles de mes notes. Donc, je peux avoir 8, je peux avoir 10 et j'ai 12. Alors, quelles sont les chances d'avoir 8? On avait dit tout à l'heure. C'est l'histogramme et vous divisez par le total. Donc, ça me fait P de 8, donc P de x1. Donc, les chances d'avoir 8, ben, j'ai un étudiant qui a 8 sur 4. Donc, ce sera 1 sur 4. Quelles sont les chances d'avoir 10? Ah, j'ai 2 sur 4 étudiants qui enregistrent. Donc, je vais écrire 2 sur 4. Quelles sont les chances d'avoir 12? Il n'y a qu'un étudiant sur les 4 qui a 12. Donc, P de x3, c'est 1 sur 12. Que me dit la formule? Elle me dit que pour calculer la moyenne, on écrit 1, on écrit 2x, c'est somme des xi, probabilité de xi. Je dois sommer et dois multiplier chacun par sa probabilité. Donc, je dois écrire x1 fois p de x1 plus x2 fois p de x2 plus x3 fois p de x3. Donc, x1 fois p de x1, ça me fait 8 fois 1 sur 4. 8 fois 1 sur 4 plus 10 fois 2 sur 4 plus 12 fois 1 sur 4. Si je réduis le dénominateur, ça me fait donc 8 plus 10 fois 2 plus 12 divisé par 4. Regardez cette formule. Ça me donne donc 40 sur 4 et ça me donne 10. En fait, ce P de X, c'est là où vous allez retrouver le nombre de fois que vous avez l'élément, puis vous divisez toujours par le total. Donc, en fait, c'est la même formule. Pour ce qui est de la variance, je vais juste enlever, on va effacer tous les dessins. Alors, sinon je vais les réécrire. Alors, pour ce qui est maintenant de la variance, regardez. Alors, la variance, on a dit que c'est l'écart par rapport à la moyenne. Écart, donc c'est la différence. Regardez chaque xi. Donc, je fais la différence. Donc, c'est écart, donc qui veut dire différence. C'est équivalent à différence par rapport à la moyenne. Mais je multiplie par P de X. Et vous avez vu le rôle de P de X. Et en fait, c'est multiplié par l'histogramme et divisé par le total. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a là. Puisque ça va juste me servir à comptabiliser chacun combien de fois il a eu, combien de fois il s'est reproduit le phénomène. Donc, ici, si vous regardez cette valeur, donc si je dois la faire pour l'exercice de tout à l'heure, donc ça me fera somme des xi. J'avais 3 valeurs. Alors, si je me rappelle bien, j'avais donc ça me ferait donc, la première valeur, c'est 8. C'est 8 moins 10 au carré fois 1 sur 4, plus 10 moins 10 au carré fois 2 sur 4, parce que j'avais 2 fois le 10, plus 12 moins 10 au carré fois 1 sur 4. 1 sur 4. Ça, c'est 2. Bien, donc ça me ferait combien? Alors, 8 moins 10 au carré, ça fait 4, plus 0, plus 4 sur 4, et ça me fait 1. Donc, en fait, cette variance, donc c'est l'écart, c'est la moyenne des écarts par rapport à la moyenne. C'est normal, j'ai trouvé un chiffre petit, je m'écarte. Globalement, je m'écarte de la moyenne de 1. Pourquoi je m'écarte de la moyenne de 1? Regardez, ici, avec 8, vous êtes écarté de 2. Avec 12, vous êtes écarté de 2.
2 plus 2, vous divisez par 4, ça vous fait donc 1. Donc, c'est l'écart. Et regardez, c'est au carré. Qu'importe que l'écart soit plus, c'est-à-dire je cherche l'écart en valeur absolue, qu'il soit plus petit, qu'il soit plus grand, importe plus, puisque j'ai mis au carré. Donc, voilà comment on définit la variance. C'est dans le cas. Ça, on aura l'occasion de le démontrer sous forme d'exercice. Donc, ici, rappelons, si c'est continu, l'intégrale devient, la sommation devient une intégrale. Donc, si c'est une variable continue, elle appartient à un domaine X, appartient à un domaine AB. Elle est continue, donc elle est définie dans un domaine AB, dans un intervalle. Donc, j'intégrerai sur l'intervalle. Donc, x, p de x. Pareil pour la variance, c'est la même formule. X moins mu de x, j'écrirai plus xx, tu vas continuer. Et la somme devient donc une intégrale. Là aussi, on aura l'occasion de démontrer que ça vaut ça, mais on le fera sous forme d'exercice. Voilà donc ce qui est pour les moments statistiques. Pour la prochaine vidéo, donc en fait, ce qu'on va voir, c'est les différentes lois de probabilité. Ah oui, j'ai oublié de parler d'une certaine notation. Je vais y revenir. Et donc, la prochaine fois, on parlera des différentes lois de probabilité les plus utilisées. Donc, je reviens maintenant à cette histoire de notation. Ça aussi, on va se servir dans les exercices parce que ça permet, ce n'est pas quelque chose d'important, c'est juste une notation. Sauf que cette notation, elle va mal léger l'écriture. C'est-à-dire, regardez ici, on écrit toujours quelque chose fois P de x dx. Quelque chose fois P de x dx. Alors, quand on écrit intégrer quelque chose, tout ça, on écrit E de x. Ça signifie que ce qu'il y a à l'intérieur du E, donc ce sera l'intégrale de x, P de x, dx, sur le domaine de définition de x. Regardez ici, tout ça, je vais l'appeler E de x moins mu de x au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'intégrale de tout ça fois P de x dx, soit l'intégrale de x moins mu de x au carré, P de x dx. En fait, c'est une notation qui va nous permettre de ne pas traîner l'intégrale à chaque fois. C'est-à-dire, au lieu d'écrire l'intégrale de x, P de x, on aura à la calculer, on écrira E de x. Et on va voir que ce E, en fait, il a aussi quelques propriétés qui font que ça nous évitera de rentrer dans l'intégrale à chaque fois. On l'utilisera pendant les exercices. Donc, la prochaine vidéo sera consacrée aux variables aléatoires les plus utilisées. On parlera aussi du théorème central limite.